c'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix, parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je m'écris. Tu entends? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission et sur la politique. Comme vous savez, nous parlons toujours de la politique et nous recevons les Congolais, que ce soit les Congolais de la diaspora, que ce soit les Congolais de toutes sortes, que ce soit les binationaux. Nous parlons de la politique du Congo-Brazzaville, la politique d'autres États aussi. Mais je tiens tout simplement d'abord à signaler à tout le monde que nous recevons tous les membres, que ce soit de l'opposition, comme de la mouvance présidentielle ou bien les partis centristes. Eh bien, vous êtes les bienvenus à cette émission Œil sur la politique. Aujourd'hui, nous avons en face de nous Monsieur le Roi David, c'est ainsi qu'il se nomme. Bonsoir Monsieur Roi David. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons essayer de vous poser des questions concernant la situation politique de votre pays. Je sais que vous êtes originaire du Congo-Brazzaville et qu'étant originaire de cet État, il y a plein de problèmes. Moi, j'aimerais d'abord vous poser un peu la question concernant la dernière visite du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, à Paris, concernant le climat. La conférence sur le climat et aussi sa rencontre avec les autorités françaises. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelque chose à propos de ce voyage-là? Est-ce que ça a été une réussite? Est-ce que ça a été un chaos? Bon, moi, je voudrais avoir un peu votre point de vue par rapport à toutes ces situations-là. Merci. Bon, mais je devais d'abord relever l'équivoque pour dire que Sassou n'est pas président de la République. Il est président de quelle République? Mais la République du Congo, puisqu'actuellement il a été reçu au sommet, à la conférence du climat de Paris, en tant que président de la République du Congo. Mais, ok. Qui l'a mis là? C'est pas Chirac? Non, mais écoutez, c'est pas Chirac qui l'a mis là? Bon, Chirac en tant que tel, oui. Voilà. Donc, Sassou n'est pas président de la République. Quand vous avez parlé tout à l'heure en introductif, vous avez dit que il y a des gens de la mouvance présidentielle. Il n'y a pas de mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle a existé lorsque Lissouba était président. C'est l'unique. Il n'y a pas de mouvance présidentielle. Sassou n'est pas président. Comment appelez-vous? Bon, ça c'est selon les dires des opposants. Sassou n'est pas président de la République. Le pouvoir est vacant depuis 1997. Ok? Allez-y, développez vos idées. Moi, c'est le peuple qui vous écoute. Non, on développe quoi? Le peuple congolais vous écoute. On développe quoi? Les choses sont claires. Il est arrivé par coup de force. Il a mis entre parenthèses la constitution de mars 1992. Et il fonctionne illégalement jusqu'à maintenant. Vous dites de président, quel président? Il n'est pas président. Il n'est pas président de la République. Oh, d'accord. Il y en a qui quand même le disent, bon, en apportant quelques éclaircissements, disant que c'est un président de fait. Peut-être. On peut accepter cela. Mais en tout cas, il n'est pas président. D'accord. C'est un homme illégal, c'est un imposteur. Président de fait, président... En ce qui concerne son voyage en France, écoutez, pour moi, c'est un non-événement. Et pourquoi? Mais d'abord parce qu'il n'est pas président. Donc il n'avait pas le pouvoir d'aller représenter le Congo. Ok? Je vous écoute. Deuxièmement, parce que c'est toujours cette cacophonie-là. Depuis Chirac jusqu'à aujourd'hui. En passant par Sarkozy, Hollande et actuellement Macron. C'est la même chose. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Mais que reprochez-vous exactement aux autorités françaises par rapport à la situation politique du Congo-Brazzaville? Mais pour avoir d'abord fait le coup, faire sauter un président qui a été élu démocratiquement par le peuple congolais. Ça, c'est le plus grand reproche qu'on leur fait. C'est la France qui a fait ça. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on leur reproche de plus?
Si déjà, ils arrivent déjà à déposer un président qui a été élu démocratiquement par le peuple congolais, c'est un mépris pour le peuple congolais. Est-ce que le président Macron, le jeune président Macron de la République française, ne vous montre pas déjà quelques signes de changement par rapport à la politique? Quels sont les signes de changement qu'il a apportés? Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Mais c'est ce que les gens font. Ben, quand ils ont le pouvoir, ils vont, c'est comme les présidents africains, quand ils font des coups d'État, après il faut aller partout en Europe, en Asie, pour aller justifier ce qu'ils ont fait. Mais quand un président français arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est d'aller rencontrer ou à Abidjan ou à Ouagadougou, comme ça a été le cas récemment. Et les présidents africains accourent là-bas comme des abeilles vers un essaim, et puis une ruche de miel, parce qu'ils se sentent honorés au lieu de se sentir humiliés. Parce qu'ils se retrouvent comme étant devant un régent, donc leur chef, et ils sont les chefs de province et ils vont voir leur chef. Mais parce que les discours qui sont faits pour les Africains. C'est ce que Sassou écrit quand il lit les discours. Bientôt, là, il va parler, il va dire, à l'occasion de la fin de l'année, il va parler, il va dire n'importe quoi, là. Et les gens vont croire. Mais est-ce que lui, Sassou, il croit à ce qu'il dit? Non. Donc, ces trucs qu'il écrit, qu'on lui écrit, c'est à l'intention des Congolais. C'est pour les Congolais. C'est pas pour lui. Ok? Vous pouvez partir des formules qu'il a utilisées. L'autosuffisance d'ici à l'an 2000. Ça, il a déclaré en 2000, en 80, jusqu'en 2000. C'est pour les Congolais qu'il fait ça. Il dit, serrons la ceinture ici. Hein? Il est mieux de serrer la ceinture aujourd'hui pour vivre mieux demain. Mais est-ce qu'il serrait la ceinture? Non. C'est destiné aux Congolais. Tout ce qu'il dit là, c'est pour les Congolais. Mais c'est pas pour lui, il n'est pas concerné. Effectivement, parlons un peu du problème de serrer la ceinture, comme il avait dit il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, il y a plein de Congolais, des fonctionnaires, ceux qui ont travaillé, même des retraités qui ont travaillé pendant des années, qui ont en fait cotisé, mais aujourd'hui se retrouvent dans une situation aussi difficile que ça, y compris des fonctionnaires qui continuent à travailler jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous, en tant que Congolais, pensez un peu de cette situation et quelles sont les solutions qu'il faut apporter pour essayer un peu de résoudre cette situation. Mais quelles solutions on peut apporter? Quand vous avez quelqu'un qui n'a pas, pour ainsi dire, de conscience, un homme anti-peuple, quel conseil vous pouvez lui donner? Est-ce que le peuple congolais ne connaît pas ça? Le peuple connaît qui est Sassou. Le peuple congolais, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, que bon, le peuple aimait Sassou, Sassou les a déçus. Le peuple congolais n'a jamais aimé Sassou. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Le peuple n'a jamais connu Sassou. Sassou, c'est un homme qui a toujours agi par la ruse. Comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Il n'a pas de probité morale. Maître Okoko s'est plaint, il a dit à la conférence nationale qu'il lui devait l'argent, le loyer de son appartement ou bien sa villa. Sassou n'avait jamais payé ça. La résidence qui est devenue sa résidence, ce sont les logements du CFCO. Il les a occupés par banditisme. Un pilote? Mais bien sûr. Et il demeure. Alors, quel est l'exemple qu'il peut communiquer aux gens? Mais aujourd'hui, l'heure est peut-être à la recherche des solutions. La recherche des solutions. Les solutions, c'est que le peuple congolais doit savoir que oui. Le problème est un problème politique. Et la politique, c'est le moyen par lequel s'expriment tous les autres aspects de la vie nationale. Le militaire, le diplomatique, le social, l'économique, le culturel, le sportif. Tout cela, c'est sous la bannière du politique. Ok? Donc il faut que les gens sachent ce à quoi il faut vraiment s'atteler. Et qu'est-ce que le peuple peut faire actuellement par rapport à Qu'est-ce que le peuple ne peut pas faire? Oui. Aujourd'hui, le peuple est à, je ne sais pas si c'est 8 mois ou combien de mois de salaire impayé.
Est-ce que le peuple congolais méritait cela? Non. Au regard des chiffres colossaux, des montants exorbitants d'argent que le Congo a eu à disposer entre-temps. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? On l'a gaspillé. Et aujourd'hui, le peuple souffre. Mais pourquoi le peuple peut continuer à travailler? Même si on prend, à supposer, ce n'est pas tous les Mboshi qui sont là, mais si on prenait même tous les Mboshi, à supposer que tous les Mboshi même étaient d'accord avec Sassou, est-ce que cette population de Mboshi vaut toute la population du Congo entier? Non. Donc ça veut dire quoi? Même si l'armée congolaise aujourd'hui avait 100 000 personnes, 100 000 soldats, est-ce que ça suffit pour couvrir tout le Congo et empêcher aux Congolais d'agir? Ce n'est pas possible. Mais le peuple a montré sa lassitude, le peuple a montré sa clémence. Mais à cette clémence, à cette gentillesse, on a opposé l'arrogance sur tous les plans. Alors, pourquoi devraient-ils continuer à travailler? Il faut qu'ils attendent un mot d'ordre de Madame Mounari, de Monsieur X ou Y qui est à l'opposition, comme ça, bon, c'est eux qui ont donné le mot d'ordre. On va chercher, on va les embastir, on va donner des coups de pied, on va les enfermer. Mais c'est ça. Le mot d'ordre, il n'y a pas très longtemps, Madame Mounari avait lancé un mot d'ordre avec ses amis de l'opposition. Les gens doivent se rendre compte qu'aujourd'hui, on a vu ce qui se passe en Tunisie. Les gens utilisaient les téléphones et tout ce qu'il faut pour conscientiser les gens, pour éveiller la conscience du peuple. Et la révolution a eu lieu. Oui. Restez chez vous. Puisque que vous alliez ou que vous n'alliez pas, ça ne change rien. Mais pourquoi donc aller? Mais pour vous qui êtes ici à l'étranger, c'est facile de le dire, mais ceux qui sont là-bas, ceux qui... Vous savez qu'aujourd'hui, avec le taux de chômage au pays, ça devient quand même une situation un peu criarde. Alors, vous demandez aux gens de ne pas aller au boulot, même s'ils ne sont pas payés de façon régulière. Donc, il faut aller... il faut aller même si vous n'êtes pas payé. Mais l'objectif du travail, c'est quoi? C'est d'être payé en fonction du travail. Mais c'est la contrepartie. L'argent, le salaire, l'émolument ou le traitement pour les fonctionnaires, c'est la contrepartie du travail. Mais si on ne vous paye pas, et pourquoi donc aller? Est-ce que certains... Mais la servitude n'existe plus au Congo, je crois. Est-ce que certains n'ont pas peur de perdre leur boulot face à cette situation? Parce que la fois dernière, lorsqu'il y a... Mais ils perdent quoi? Puisque si tu ne vas pas, si tu vas, tu n'es pas payé. Ok? Oui. Si tu vas au travail, tu n'es pas payé. Mais qu'est-ce que tu payes quand tu ne vas pas? Mais dis-moi. C'est dur comme situation. C'est ça ce que parfois vous reprochent un peu certains Congolais qui sont au pays pour dire les gens de la diaspora parlent trop, mais sauf qu'ils ne sont pas ici pour sentir les douleurs, les problèmes que nous... Mais moi je ne suis pas né ici. Je ne suis pas né ici. Moi j'ai dit l'autre fois que moi j'étais dans le comité des jeunes diplômés sans emploi. Je l'avais dit. Et nous avons milité dur pour ça. Je connais des gens qui ont été avec nous quand on nous a bastonné au lycée technique. Après, les autres ont fui. Ils ne s'étaient plus jamais représentés à aucune réunion. Mais nous avons continué. Parce qu'on avait trouvé que c'était nécessaire pour nous. Alors, donc, je ne suis pas né ici. Nous avons fait ça. Nous avons, quand les gens parlent de la trahison ainsi de suite, oui, évidemment. D'ailleurs, je crois que c'est Gorbatchev qui disait, quand on lui a parlé, on lui a demandé si il n'était pas victime de la trahison de ses compères qui étaient avec lui lorsqu'il a lancé la glasnost et ainsi de suite. Il a dit, mais la trahison remonte au moins jusqu'à Jésus-Christ. Ok? Mais si vous craignez d'être trahi, mais vous ne ferez rien. C'est dans la trahison qu'il faut continuer. Vous détectez, vous avez les méthodes, vous détectez, bon, ici ça ne marche pas, bon, vous détectez, Mais nous, on a fait ça. Parce qu'on a trouvé, quand nous étions dans le comité des jeunes diplômés, qu'il y a eu tellement de trahison. Quand on met celui-là en tête, 2 matins après, non, parce qu'il a perdu sa nièce, bon, Ngakala a donné 50 000 ou 150 000 francs, bon, il se tait, il change d'avis. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a révisé.
chaque fois. On a convoqué les réunions presque chaque fois. Et quand on arrive, on monte un nouveau directoire. C'est ça qu'on va faire. C'est comme ça que nous sommes arrivés. Nous avions, par exemple, donné mission, quand on s'est réunis, on a dit, bon, nous n'avions pas l'argent, et on a désigné 2 gars, et c'était Kondapoko et Onze, qui avaient un vélo. On a dit, bon, vous allez nous représenter au niveau du gouvernement, prenez la tâche. Le jour du rendez-vous, ils ne sont pas allés, ils sont allés chez Ibovi, le frère Angakala, pour causer. Mais nous nous sommes retrouvés, on a dit qu'ils n'étaient pas partis. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon, on a décidé qu'on va au gouvernement. Comment aller? Nous n'avons pas l'argent. On a donné l'idée, on dit, on arrête n'importe quel taxi. Nous étions, je crois, un groupe de 15 ou 17, comme ça, je ne me souviens pas exactement. Mais on était plus de 10 toutefois. Alors, on a décidé, on a arrêté les taxis, on dit direction la primature. On est parti là-bas. C'est ce jour-là que nous avons voulu prendre la primature en otage. Donc, dans leur méthode, ils ont essayé de nous faire poireauter, perdre le temps, ainsi de suite. Vers 16h, c'est Ngakala qui arrive, il dit, bon, mais écoutez, pour l'efficacité, on reporte. Nous avons dit, non. Si il vaudra mieux que nous dormions ici. Puisque, on va aller à la maison pour faire quoi? Nous n'avons plus droit à un sommeil normal. On reste ici. Et cette attitude-là a fait que, même, je crois, Mme Dambenzé est venue, et moi, je lui ai dit des choses qu'elle n'a pas vraiment appréciées. Et c'est en ce temps-là qu'un de mes collègues, je crois, on l'appelle Mvouli Théodore ou Isidore, quelque chose comme ça, qui est venu, non, mais tu as besoin de faire des excuses. Je dis, quelles excuses? Je me suis rapproché davantage de Mme Dambenzé, j'ai répété les mêmes choses, avec beaucoup d'acuité d'ailleurs. Ça a obligé M. Pierre Moussa à nous recevoir chez lui à domicile à la maison. Donc, on a pris le taxi, on est parti là-bas, il nous a reçus à la maison. Chez lui. Parce qu'en ce temps-là, il représentait le Premier ministre Scoulati Poiti, qui était en mission en France, et de là-bas, il avait jeté l'éponge, il a dit qu'il ne pouvait pas continuer avec la saleté de ce gouvernement, et puis voilà. Ça c'est un cours d'histoire. Donc, c'est pour dire que, avec la volonté, on peut quelque chose. Parce que, mais écoutez, vous avez des gens qui ne sont pas des surhommes. Ils sont des gens qui ont les mêmes droits que vous. Mais qui utilisent le bien public pour eux et ils offusquent tout le monde. Et vous contentez de supporter cela en vertu de quoi? Et vous allez attendre que quelqu'un se lève, on va, comme au temps de monopartisme, où il y avait Bokamba et Angoma, ou ainsi de suite, bon, pour mobiliser les gens et dire, mais aujourd'hui, vous êtes plus indépendants que cela. Restez chez vous à la maison, déclenchez, entendez-vous. Mais restez à la maison, vous n'allez pas travailler pour rien, vous n'êtes pas d'esclaves là. Vous n'êtes plus des esclaves, vous devez travailler pour gagner quelque chose. Et si de surcroît, vous savez que l'argent existe et que les gens l'ont dilapidé. Ils l'ont placé par-ci, par-là. Ils se moquent de vous. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Mais il faut les contraindre à ramener cet argent ou à quitter le pouvoir par la démission. C'est-à-dire qu'on met les conditions. Mais écoutez, si le peuple congolais aujourd'hui... Quoi, par exemple? Mais écoute, mais ce qui est fondamental, la règle fondamentale, c'est que le peuple reste à la maison, déclare la grève. Si le peuple congolais dans l'ensemble déclare la grève, dans 2 ou 3 jours, si ce gouvernement, le gouvernement va tomber. Il faut d'abord connaître la nature de ce gouvernement aussi. Combien de grèves ont-ils fait? Non. L'université est en grève depuis, je crois... Mais l'université est en grève. Le CHU... Le CHU est en grève. Oui, mais est-ce que l'ensemble du peuple congolais est en grève? Non. Les écoles marchent, les gens travaillent, les gens vont. Tant mieux que mal, ils vont, pour 2 heures, ils vont, mais ils vont quand même. Mais c'est ça qui donne l'appui au gouvernement pour dire que, mais puisque, écoutez, c'est une façon de dire que le peuple congolais vit bien, il vit heureux. Parce que s'il ne vivait pas, si ça avait atteint le niveau insupportable, il ne partirait plus au travail. Moi, j'ai une question que j'aimerais vous poser par rapport à cette situation de la misère de la population. On sait très bien que il y a en fait quelques mois ou même ces jours-ci, le président avait rencontré certains hommes, certains émissaires du FMI
le FMI veut faire des auditions au Congo-Brazzaville, aux autorités congolaises. Est-ce que vous pensez que le travail que voudrait effectuer le FMI serait là pour sauver un pouvoir qui, selon les dires de l'opposition, n'est plus aimé par le peuple, ou bien c'est un travail qui va consister à aider d'abord le peuple et non pas le pouvoir en place? Mais aider le peuple. Mais dans le pool, c'est pas le peuple congolais qui souffre là-bas? Et quelles sont les dispositions que le FMI a prises pour aider les populations du pool? Les dispositions du pool, c'est pas la situation du pool, c'est pas le rôle du FMI. Ah bon, le rôle du FMI, c'est de donner l'argent à quelqu'un qui le gaspille et qui surendette les générations futures du Congo, et que demain on va effacer encore une dette, on va encore donner mandat à ce monsieur-là d'aller prendre encore, de dépenser pour que l'endettement continue. C'est ça le rôle du FMI. C'est ça. Est-ce que vous pensez que les têtes doivent tomber par rapport à cette situation? S'il y a des têtes qui doivent tomber, bien sûr, qui voyez-vous en premier lieu, ou bien par rapport à cette situation, la situation de quoi? La situation économique qui devient un peu déplorable, la situation que vous avez évoquée tout à l'heure, il y a eu des gens qui ont dilapidé des fonds, qui ont fait des détournements des fonds publics. Et qui voyez-vous là déjà Mais c'est pas un secret, tout le monde connaît qui a fait quoi. Tout le monde connaît qui a fait quoi. Pourquoi me demanderez-vous de citer les noms des gens ici qui sont connus? Ok? Mais j'ai dit en introduction que le volet politique, c'est l'aspect le plus important d'une nation. Si le politique ne va pas, rien d'autre ne pourra marcher. Or, le politique ne marche pas depuis le coup d'État de 1997. Orchestré par Chirac et Sassou comme exécutants. Sassou n'est qu'un... c'est un pion. Oui, on n'en disconvient pas pour toutes ces situations. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on doit continuer à rester toujours dans le passé? Le passé, il faut maintenant voir l'avenir. Non, mais aujourd'hui réfléchir mais écoutez, à cette situation. Mais ok, non, mais écoute. Le passé, c'est quoi? La situation du Congo là, c'est pas le passé, c'est l'actuel. C'est une question pratique de maintenant. C'est la situation, la question est pratique, la question est actuelle. Puisque depuis qu'on a renversé les institutions, le président élu démocratiquement, la crise persiste. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a remplacé, parce que les élections n'ont pas été organisées. Ce qu'on a fait en 82 ou plutôt en 2002 ou tout ce qui s'en est suivi, c'est n'importe quoi. C'est du gaspillage du temps, c'est de la perte d'énergie pour le peuple. C'est ça. Il n'y a pas un seul Congolais aujourd'hui, peu importe le génie qu'il peut afficher, qui vienne au pouvoir, même dans le cas de M. Mokoko. Si M. Mokoko, même si le perturbateur lui avait laissé le temps de prendre le pouvoir, qu'est-ce que tu penses que Mokoko ferait? Il y avait déjà un gros... Mais il allait toujours être obligé de repartir vers les résolutions de la conférence nationale. Parce que ça, c'est le socle. C'est la conférence nationale qui a mis en place les institutions qui ont existé jusqu'à ce qu'ils soient renversés. Puisqu'elles ont été renversées, ces institutions-là, il faut repartir à la base. La base, c'est le peuple. Et le peuple s'était exprimé à travers la conférence nationale. C'est ça. N'importe qui ne peut pas avoir un autre programme que de repartir vers là-bas pour réhabiliter, pour restaurer la démocratie. Il faut repartir là-bas. Peu importe le candidat qui va gagner les élections, même s'il était organisé normalement. C'est comme ça. Il peut pas, il n'y a pas de choix. D'accord. Donc c'est ça ce que vous proposez, peuple congolais, peuple africain, vous qui nous suivez sur cette émission. Vous avez entendu les propositions faites par Monsieur Leroy David. Il propose de répartir un peu sur les anciennes bases de la conférence, bon, pas la conférence, oui, la conférence issue de la conférence nationale. J'ai une petite question concernant un peu ce qui se passe toujours dans votre pays d'origine, votre pays, le Congo-Brazzaville. Il y a comme une sorte de guerre entre la diaspora congolaise
et le pouvoir en place. Quand je ne sais pas si dans les dires du gouvernement, quand il parle de la diaspora, est-ce qu'on voit tous les Congolais qui sont à l'étranger qui font la politique? Mais à mon humble avis, je pense que ce ne sont pas tous les Congolais qui sont à l'étranger qui font la politique. C'est un groupe des gens, des hommes qui sont engagés dans la politique, qui, par leurs critiques, irritent le pouvoir en place. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur de ce bras de fer qui existe entre le pouvoir en place et la diaspora, c'est-à-dire même les innocents qui sont aujourd'hui taxés de la diasporie, toutes ces situations, et aussi les menaces qui en fait, parce que quelques jours après l'interview que j'ai eu à faire avec M. Norba, ben, nous avons remarqué que en fait, ses parents à Brazzaville ont été visités par des gens qui sont allés les menacer, les intimider. Il y a aussi les parents de Roland Nitou, qui est en France, qui ont aussi subi le même sort. Est-ce que vous, aujourd'hui, lorsque vous prenez la parole pour critiquer le pouvoir en place, je sais que c'est démocratique, la démocratie, il faut critiquer ce qui ne va pas pour qu'on puisse trouver des solutions pour le bien de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur de vous lancer dans les critiques du pouvoir en place, de peur de voir les parents aussi être visités ou menacés? Mais pourquoi je dois avoir peur? Et quand même vous dites qu'il y a des Congolais qui sont innocents, pourquoi ils devraient se sentir innocents? Ils devraient se sentir impliqués, de gré ou de force. Moi, je n'ai pas peur. Les méthodes qu'on utilise pour aller, si vous voulez, menacer la famille Nitou ou bien la famille Norba, ce sont des méthodes classiques de M. Sassou Nguesso. Est-ce que vous avez oublié qu'il est allé chercher Anga dans le ventre de sa sœur? Je crois qu'elle a connu pas moins d'une chirurgie. Parce qu'il pensait que Anga avait des totems qui étaient déposés dans le ventre de sa sœur. Première nouvelle. Bon, donc si c'est ça, donc ce sont des méthodes qu'on connaît. Ok? Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Quand M. Kombi est venu à Moscou pour parler de leur coup d'État, il a invité les gens qui étaient disponibles. Bon, j'étais proche de là et je suis parti. C'était, je crois, au bloc 9 ou 10 comme ça. Et il y avait, je crois, 24 ou 26 intervenants. Et j'étais le 22e. Mais tous ceux qui se sont relevés, et qui se sont relayés plutôt dans leurs interventions, l'appelaient soit monsieur le ministre, soit le camarade premier, et il le félicitait, il disait, j'ai été le seul à avoir déchiré mes vêtements pour vraiment fustiger l'attitude qu'ils avaient eue lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire la manière de prendre le pouvoir qui était proscrit déjà par la Constitution du 15 mars 1992. J'ai été l'unique. Même ceux qui étaient avec moi avant cette rencontre-là, avec qui on avait discuté, on avait envisagé de prendre la parole pour essayer de contrarier les points de vue qu'il allait essayer de montrer, c'était écarté de moi. Est-ce que vous devenez une sorte de... donc, ils ont changé d'avis dans la salle, ils parlaient d'autres choses qui n'intéressaient pas ce que nous avions eu à parler avant. Oui. Mais moi, j'étais à côté d'un frère qui était là, je crois que c'est... bon, je ne cite pas son nom, c'est pas nécessaire, et qui m'a dit, non mais écoute, tout le monde a tout dit. Mais qu'est-ce que... Moi j'ai dit, moi c'est moi je ne tue pas tout le monde, mais je vais parler. Oui. Et curieusement, je crois les 2/3 du temps de M. Okombi ont été consacrés à répondre à mes interrogations. D'ailleurs, il a même dit, il m'a invité à l'hôtel président, il a logé à l'hôtel président à Moscou. Il a dit, en invitation spéciale, je te reçois. Et moi j'étais parti à l'hôtel président. Effectivement, oui, je suis allé. Malheureusement, j'arrive et puis il devait avoir son professeur, son directeur de thèse ou des choses comme ça. Bon, on n'a pas eu le temps de causer. Bon, ce qu'il m'a dit, bon, que bon, toi tu supportes l'Issouba et pourtant ton CA n'a pas été signé, bon, et ton salaire, ainsi de suite, et pourtant c'était 70. Je dis non, le professeur l'Issouba est président. Il était président, mais
il n'est pas à chaque point de l'administration pour s'occuper des cas comme ceux-là. Donc, on n'a presque pas de tête. Donc, les gens ont dit on m'a filmé et tout ça. J'ai dit, je m'en fous. Par ailleurs, dans les jours qui ont suivi, nous avons eu la copie d'une note que M. Tsalaka Albert a envoyé, un courrier qu'il a écrit à leur ministre pour dire, et mon nom y était, et les noms des autres aussi, que le ministère prenne des dispositions pour rapatrier ces gens-là en vue d'interrogatoire. Et donc on revient au même problème, la critique du gouvernement aujourd'hui. Mais s'ils ne veulent pas faire, s'ils travaillent comme le peuple le veut, il n'y a pas de critique. Mais ils ne font pas ça. Et vous voulez que les gens se taisent parce qu'ils sont qui? Parce que le bien du Congo, c'est eux. Ceux qui se disent milliardaires aujourd'hui, qui étaient fils ou d'un pêcheur ou d'un paysan, mais ils sont devenus milliardaires. Mais 1 milliard, là, vous savez ce que ça signifie? Ça fait 1000 millions. 1 milliard, ça fait 1000 millions, mon cher frère. À supposer même que quelqu'un, n'importe qui vous prenez, parmi ceux qui sont là, il a seulement 1 milliard. OK? Et qu'il doit le dépenser, il doit dépenser chaque jour 1 million. Donc 1000 milliards à dépenser à raison de 1 million par jour, tu vois ce que ça fait? Beaucoup. Ça fait je crois, près de 3 ans, quelque chose comme ça. Chaque jour. Hein. Mais il y en a qui ont plus que ça. Pendant que le peuple souffre. Et vous trouvez ça vraiment normal? Mais s'il faut essayer un peu de prédire les choses, qu'est-ce que, selon vous, selon l'évolution des choses, qu'est-ce que M. Sassou, puisque vous ne voulez pas qu'on puisse l'appeler le président de la République... il n'en est pas. Vous savez, aussi une fois, monsieur l'autre là, nous étions à Moscou, que monsieur, je crois que c'est Louis Ebo, qui est venu, il y avait une sœur qui avait perdu sa mère, et puis bon, il y avait une retrouvaille des étudiants, et le présentateur avait fait l'erreur d'annoncer son arrivée comme étant l'ambassadeur du Congo. Et tout le monde s'était levé, sauf moi. Je ne me suis pas levé. Parce que pour moi, il n'était pas ambassadeur. Parce que le Congo n'avait pas d'ambassadeur au Congo. S'il avait dit, il y a un fait congolais, un diplomate, quelqu'un qui est venu, pas de problème. Mais ils ont dit, le présentateur dit, bon, nous recevons l'ambassadeur du Congo. J'ai dit, oh mon Dieu, je suis resté assis, je ne me suis pas levé. Tout le monde s'est levé, sauf moi. Ok. Bon, donc, écoutez, les gens pensent que, je ne sais pas, ils disent qu'il est pris. C'est pourquoi moi je dis, pourquoi les opposants critiquent les actions que, semble-t-il, le gouvernement de Sassou fait. Non, il a fait tel budget, bon, il a fait telle déclaration, ceci, cela. Mais c'est comme si eux, ils le considèrent comme président. Parce que si vous critiquez quelque chose que quelqu'un fait qui n'est pas celui-là, donc c'est vous lui donnez cette veste-là. Il y a quand même une reconnaissance indirecte, qu'on le veuille ou pas. Reconnaissance, c'est pas à qui? Quand je parle d'une reconnaissance indirecte, c'est le fait que celui qui est au pouvoir actuellement, c'est celui qui continue de signer des contrats, continue à signer des contrats au nom du Congo, à engager la responsabilité de la République du Congo dans les accords et tout, ces personnes. Mais parce qu'il y a des complices. Non, mais vous avez parlé tout à l'heure qu'il est allé en France et puis Macron l'a reçu, alors que les gens croyaient qu'il n'allait pas le recevoir. Que Macron l'ait reçu officiellement ou même pas, ok, ça ne changeait rien. Oui. Parce que Macron peut officiellement ne pas recevoir Sassou, mais peut le recevoir en catimini ailleurs pour dire les choses qu'ils ont besoin de dire. Et donc pour vous, et même d'ailleurs, il y a un aspect communicatif et un aspect caché de la diplomatie ou... Oui. C'est pas l'œil et l'oreille du président français. Alors, si il va là-bas et il est accrédité, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que il reconnaît ce gouvernement. Quand Dada est parti en France, il a été accrédité. Ça veut dire quoi? Par la France, oui. Bien alors. Donc, c'est pour dire, même lorsque Hollande avait reçu Sassou, avant qu'il ne parle du peuple congolais qui devait accepter d'aller voter, ainsi de suite. Mais moi, je savais que il était parti recevoir les instructions. Quand il a rencontré Hollande, c'était les instructions directes qu'il est allé recevoir chez lui. Et les Boni, Yaya de Bénin, autres qui ont multiplié les allées et venues entre le Congo et le Bénin, étaient donc justement ces bretelles, ces avenues pour baliser le chemin. Donc vous ne pouvez pas dire que si Macron a reçu Sassou ou bien s'il ne l'avait même pas reçu, que cela change la grande donne. Pas du tout. Pas du tout. Mais écoutez, si en droit on dit qu'il y a le principe de parallélisme de forme, si c'est Chirac qui a déposé l'Issouba, pour placer Sassou, Macron est aussi président français aujourd'hui, il peut tout simplement mettre Sassou de côté. Parce que c'est son prédécesseur, c'est le président français qui l'a mis. Mais il y a un problème d'intérêt, l'intérêt économique. Mais voilà, mais les intérêts économiques, bon, ne peut pas. C'est ça le problème, c'est pourquoi les Congolais qui sont en France et ailleurs doivent pertinemment comprendre que un président français ne peut pas sacrifier les intérêts français. À moins que les Congolais se regroupent et forment un front qui oblige ce pouvoir-là à accepter la volonté du peuple. Les Congolais même dans l'ensemble. Mais c'est comme ce que je dis là. Si aujourd'hui l'ensemble des Congolais disent que Sassou nous a tellement fait du tort, nous ne pouvons plus travailler jusqu'à nouvel ordre, il ne travaille pas. Tu crois que le gouvernement va rester une semaine là? Après, il y a une grève. Lorsqu'il y a eu la grève en 91, je crois, en 90 ou 91, je me souviens, je crois que c'était en 90, quand la grève a été déclenchée, Sassou a fait combien de jours pour faire des concessions? Effectivement. Alors, donc c'est ça, la force du peuple, mais ça c'est gratuit. Oui. Ils ne vont pas aller dans la rue pour qu'on les tape, mais vous restez chez vous. Vous n'allez pas, les administrations sont fermées. Mais voilà, le tour est joué. Mais ils continuent à aller, on les force, on les menace de coupure de salaire, de ceci, de cela. Mais puisque quand vous allez même, vous ne gagnez pas cet argent. Mais à quoi bon aller? À quoi bon continuer d'aller? Former un front, déposer ce monsieur-là, et le Congo va marcher. Vous avez parlé des concessions tout à l'heure. Moi, j'aimerais quand même un peu, vous poser des questions par rapport à ça, puisque il y a le dialogue qui se pointe. Bon, je ne sais pas si c'est là, il se pointe déjà à l'horizon, mais on parle de dialogue quand même, la nécessité de dialoguer avec le pouvoir en place. Est-ce que vous pensez que si le pouvoir en place peut faire des concessions, il peut le faire à quel niveau? Et vous aussi, l'opposition, pour dialoguer, parce qu'il faut quand même de part et d'autre qu'il y ait des concessions pour pouvoir avancer dans le dialogue qu'on peut faire pour le bien de la population. Et quelles sont les concessions que vous, au sein de l'opposition, vous êtes prêts à faire pour essayer un peu de trouver une solution pour le bien de la population congolaise? Mais la seule concession, c'est que Sassou dépose les armes, c'est tout. Vous l'imposez, ça c'est pas une concession. Comment c'est pas une concession? Mais il sait clairement qu'il n'a pas le droit d'être là où il est. Il n'a pas de pouvoir. C'est un brigand. Il n'a pas de pouvoir. Il a pris la constitution que le peuple congolais a mis sur pied et il l'a mise de côté. En vertu de quoi? Le peuple congolais, il y en a qui parlent de dialogue, ainsi de suite. Bon, mais si on parle de dialogue, je pense qu'il parle de deux partis, c'est-à-dire l'opposition et M. Sassou, de fait. Mais ça ne résoudra pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut que les Congolais se concertent. Peu importe la dénomination qu'on va faire de cette retrouvaille, conférence nationale, États généraux ou forum,
ou je ne sais pas quoi. Il faut que les Congolais se retrouvent. Le politique, le social, la société civile, tout le monde. C'est en ce temps-là qu'on va analyser froidement, sans émotion. Mais on ne va pas dire, non, écoutez, celui-là, il va prendre le pouvoir, comme j'ai entendu beaucoup de gens dire, bon, il faut que la jeunesse prenne le pouvoir. Non. Les jeunes, là, moi j'ai cité le cas de M. Okombi, de M. Ibovi, les Mvouba, quand ils sont allés avec Sassou, ils sont jeunes. Les Foba n'étaient pas vieux. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas. Donc, les gens se retrouvent pour analyser la situation. Pourquoi en sommes-nous arrivés à ce point? Je crois qu'il y avait eu la peine de mort, je ne sais pas si c'est la conférence nationale qui l'a abrogée, et ainsi de suite, qui a jugé nécessaire de ne plus l'appliquer et la faire valoir au Congo. Mais au regard de ce qui s'est passé, si on veut vraiment, puisque les gens n'ont pas la maturité nécessaire pour s'empêcher de faire autre chose, que d'éliminer ces gens qui sont les ennemis du peuple, mais il faudra que le peuple congolais dans l'ensemble décide s'il faut réhabiliter la peine capitale ou pas. Ah, peine capitale. Bon, il faut aussi que le peuple congolais sache, quand on aura découvert pourquoi nous sommes arrivés là, quels sont les facteurs et quels sont les principaux meneurs qui ont causé tout ce tort au peuple congolais. Mais on va prendre les sanctions appropriées. Ce sera l'expression publique, populaire. Ce ne sera pas un dictat. Non, on ne va pas leur imposer comme ils ont fait. Bon, l'Issouba n'est pas là. Bon, on prend tous ceux qui étaient de l'Issouba, on les tue ou bien on fait ceci comme ils le font. Non, non, non. On appelle tout le monde. On vous met à l'évidence tout ce que vous avez fait et le peuple décide. Vous voulez parler comme aux États-Unis, c'est une démocratie, mais il y a la peine de mort. Bon, ça c'est surtout pour les crimes. Je prends l'exemple de la Chine que vous avez cité, surtout pour les hauts fonctionnaires de l'État. Lorsque vous êtes attrapé en flagrant délit de corruption, eh bien, vous êtes condamné à mort. Et puisque vous savez, là-bas, quand on dit condamné à mort, on impose à votre famille d'acheter la balle qu'on utilisera pour vous exécuter. C'est exact. Donc, vous prenez aussi cette même politique au Congo pour dissuader tous les futurs, je ne sais pas, corrupteurs ou bien des gens qui... c'est pas seulement un problème de dissuader, c'est un problème si vous voulez, s'il faut voir en termes techniques, c'est d'équité. Donc, vous faites ce que vous recevez. C'est tout. Si vous avez tué quelqu'un et qu'on vous tue, où est le mal? À comprendre que c'est nécessaire. Parce qu'on a parlé des gens. On a entendu Abouya dire à la conférence nationale, il a dit que ce qu'on avait dit de lui, il a pris les tournures là. Tout le monde était convaincu avant que... Ce n'est qu'après, lorsque un monsieur est arrivé pour dire que ce qu'il a dit c'est mauvais, il a décrit comment ils étaient allés sur la route du Nord, ainsi de suite, que les gens étaient... Mais pourtant, ces gens ont continué à vivre et ces mêmes gens ont continué à faire les perturbations. Donc, il faut que les gens se retrouvent. On décide, on prend. Bon, ceux qui ont été en France, les Villepin, les Chirac, les Hollande et tout ce monde-là, les Sarkozy, le Grillon, Luc Lefort, tout ce monde-là, qui change de côté chaque fois. Mais il faut que les Congolais prennent les dispositions pour ces gens-là. Moi, j'ai vu lorsque Mandela était décédé, quand Giscard d'Estaing pleurait, pleurnichait partout pour n'avoir pas été invité à ses obsèques. Mais nous devons sectionner les générations futures de ces familles-là. Le Congo va prendre des dispositions contre ces gens. Donc, tu vois. Alors, donc... Merci beaucoup, monsieur le roi David. Nous avons discuté de plusieurs choses. Vous avez essayé aussi d'apporter vos solutions, critiquer aussi le pouvoir en place pour le bien de la population, bien sûr. Et aussi, vous avez soulevé le problème de la restauration même de la peine de mort au Congo-Brazzaville pour essayer un peu de dissuader les futurs corrupteurs ou bien ceux qui dilapident les fonds de l'État, puisque la peine de mort en quelque sorte aussi contribue au développement économique de la Chine de façon indirecte, parce que par la politique de la dissuasion,
ça constitue, en fait, ça contribue à assainir un peu la gestion de l'État, et plus que ça fait avancer l'État comme ça. C'est bien, je vous remercie beaucoup pour le message que vous avez voulu apporter au peuple congolais, et peut-être que vous avez aussi un dernier mot à dire au peuple congolais. Je sais que vous avez beaucoup dit, mais quel est votre dernier mot par rapport à tout ça? Bon, mon dernier mot, c'est toujours d'attirer l'attention des Congolais. Je dis que la grève, c'est une méthode, c'est un moyen de mettre à genoux ce pouvoir, parce que le peuple ne travaille pas pour rien. Le peuple devait travailler pour manger, pour loger, pour se vêtir, pour combler les besoins. Mais là, les gens ont gaspillé l'argent. Il ne faut pas que les gens continuent à aller travailler. C'est en arrêtant de travailler que l'appareil étatique, l'État est bloqué. N'attendez pas des mots d'ordre de l'opposition. N'attendez pas que Mme Mounari dise ça pour qu'elle s'expose encore aux foudres du voyou. Mais prenez conscience de cela. Donc, je sais que tout le monde n'a pas la même façon de penser. Mais que les Congolais, aujourd'hui, plutôt que de décrier toujours les jeunes et ceci et cela, l'opposition, non. Faites des réunions plus régulièrement. Établissez des objectifs, fixez les objectifs et les moyens de les atteindre. Révisez-les. Quand ça ne marche pas, à la future réunion, pourquoi ça n'est pas arrivé, faisons ceci. Plutôt que de crier ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Crier un tel. Donc je salue les brillants Congolais, Nitou, Alain et tout le groupe, monsieur Pinis Nzaba par exemple, et je n'oublie pas ma soeur Sadio, et notre soeur jumelle Marie-Louise Abia aussi, qui sont des battantes. Et je salue le doyen William Ota, coup de chapeau au Premier ministre Souklati Poiti, et je dis bonjour au doyen Dalak Rai. Donc, peuple congolais, on est là, mais il faut vraiment prendre à cœur notre situation. Ne lésinez pas sur les moyens pour se libérer. Ne comptez surtout pas sur la France, mais prenez des mesures qui contraignent la France. Parce que si vous dites aujourd'hui, à cause de la crise qu'on a au Congo, bon, on souffre, on fait ceci, mais si malheureusement, ceux qui ont pillé cet argent-là prennent cet argent et ramènent au pays, et on commence à payer les salaires, ça veut dire que vous avez oublié tout le reste, parce que vous aurez déjà votre propre argent qui a été placé quelque part, on l'a ramené. Non. Le problème est politique et il est profond. Voilà. Merci. Chers internautes, chers compatriotes, chers citoyens de partout dans le monde, vous qui nous avez suivis pendant cette émission d'œil sur la politique, puisque nous parlons souvent de la politique du Congo-Brazzaville et aussi d'autres pays. Donc je vous remercie beaucoup, et puis pour le temps que vous avez consacré à suivre cette émission, et je profite aussi de vous souhaiter déjà d'avance les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018 qui s'approche, à petits pas, et donc à nous revoir à la prochaine émission. Merci. Au revoir.